Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, découvrir plus de 20 astéroïdes. Oui, mais c'est un jeu d'enfant pour une astronome de 9 ans. La brésilienne Nicole Oliveira est dans Génération Talent. On en parle dans un instant. Amélia Matar a une idée derrière la tech. Et Amélia, on connaît ta passion pour la pédagogie Montessori. Figurez-vous que grâce à Amélia, on va apprendre que Montessori, c'est pas que pendant l'année scolaire. On peut aussi l'adapter et l'adopter tout l'été. Oui, j'ai évoqué plusieurs fois Montessori ici et aujourd'hui je vous propose d'aller un peu plus loin et de voir comment amener cette pédagogie un peu élitiste, il faut bien le dire, dans nos foyers. Je vais vous proposer de quoi faire du Montessori tout l'été. Allez, on démocratise Maria Montessori dans un instant avec toi, Amélia. Notre question du jour, les enfants français n'ont pas assez confiance en leurs parents pour les protéger en ligne. Même pas confiance du tout. C'est le constat choc qui ressort d'une étude menée par l'éditeur d'antivirus McAfee. 41% des 10-18 ans estiment en savoir plus sur le numérique que leurs parents ou leurs adultes référents, ce qui les pousse même parfois à dissimuler leurs véritables habitudes sur les réseaux sociaux. Tiens, parents, adolescents, l'envers des écrans, on en parle avec Axel Dessein. Axel, vous êtes la déléguée générale d'Internet sans crainte. Bonjour à vous. Bonjour. Et en deuxième partie de cette émission, on sera aussi rejoint par Geneviève Small, la créatrice de Skinouli. Comment créer de nouvelles solutions pour lutter contre le harcèlement scolaire. Après les conseils pratiques, les numéros verts, les BD ou encore le slam, eh bien un jeu peut peut-être nous donner la force de retourner la situation. On en parlera avec sa créatrice. Mais d'abord, focus. Je vais vous parler d'un rêve, le rêve d'une jeune brésilienne qui est de devenir ingénieure aérospatiale. Eh bien, le défi, elle l'a peut-être déjà relevé en commençant du haut de ses 9 ans à découvrir plus de 20 astéroïdes possibles. Son nom, c'est Nicole Oliveira. Et justement, ces découvertes lui ont valu les honneurs du concours de l'Association des ingénieurs de l'Institut technologique de l'aéronautique. Direction le Brésil tout de suite pour découvrir avec Édouard Denuot une étoile de la Génération Talent. C'est la jeune prodige de l'astronomie. Nicole Oliveira est une Brésilienne âgée de seulement 9 ans et elle est considérée comme l'astronome la plus jeune au monde. Nicolinha, comme elle est surnommée, vit à Fortaleza dans le nord-est du Brésil et sa passion, c'est la chasse aux astéroïdes. À son âge, elle en a déjà découvert plus de 20 grâce au projet Asteroid Hunters mis en place par le ministère des Sciences brésilien avec la coopération internationale de recherche astronomique, un organisme directement affilié à la NASA. Ce projet vise à initier les jeunes à la science en les impliquant dans des découvertes. Si les découvertes de Nicolinha sont homologuées, ce qui peut prendre plusieurs années, elle deviendra la plus jeune au monde à avoir découvert un astéroïde. Elle pulvérisera le record de l'Italien Luigi Sannino, âgé de 18 ans. Le professeur d'astronomie de Nicolinha explique qu'elle a un don. Elle repère tout de suite sur les images les points qui ressemblent à des astéroïdes et surtout, elle partage ses connaissances avec les autres enfants. De leur côté, ses parents racontent qu'ils ont compris que la passion de leur fille était sérieuse lorsque, pour ses 4 ans, elle a demandé un télescope en cadeau d'anniversaire. Un télescope qu'elle aura finalement à l'âge de 7 ans. Le rêve de Nicolinha, devenir ingénieure aérospatiale et construire des fusées. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est sur le bon chemin. Et tout de suite, savez-vous vraiment ce que votre enfant fait sur les réseaux sociaux? Non, ça tombe bien, ça va faire partie de la première partie de notre talk. Et pour parler justement de cet envers des écrans entre parents et adolescents, on est avec vous, Axel Dessein. Vous revenez nous voir sur le plateau de l'École du futur, puisque vous êtes la déléguée générale d'Internet sans crainte, l'initiative qui notamment mène tous les ans le Safer Internet Day pour justement pouvoir mieux comprendre la façon dont on peut pacifier notre relation, non seulement avec le numérique, les écrans, mais surtout construire une relation de confiance et lutter notamment contre le cyberharcèlement. Ça,
C'est une initiative qui a lieu au mois de mars, si je ne m'abuse. En février. En février, je m'abuse totalement. Ce sera le 7 février même l'année prochaine. Eh ben, rendez-vous est pris pour le 7 février 2023 donc. Mais d'abord, l'actualité, elle date d'il y a quelques jours à peine. C'est une étude dévoilée par l'éditeur d'antivirus McAfee, une étude sur les familles connectées et qui nous montre un envers des écrans auquel on ne s'attendait radicalement pas. La méthodologie, c'est qu'ils sont allés auditer 12 000 enfants de 10 à 18 ans et leurs 15 500 parents. Ils les ont interrogés à travers le monde, mais c'est en France que les découvertes sont les plus troublantes. Les enfants français affichent le plus faible niveau de confiance dans la capacité de leurs parents à les protéger en ligne. Les adolescents français sont même les plus nombreux à dissimuler leurs activités sur Internet. Axel, à la lecture de ces chiffres, j'imagine que la déléguée générale d'Internet sans crainte que vous êtes a été quelque peu étonnée ou même pas. En fait, pas vraiment étonnée, parce que ça fait assez écho à ce qu'on peut voir sur le terrain. Alors après, on n'est pas là pour forcément faire des conclusions, mais en tout cas, peut-être soulever des hypothèses par rapport à ce constat. Parce que c'est vrai qu'il y a un discours quand même assez anxiogène autour de l'utilisation du numérique par les jeunes. Peut-être que les parents retiennent que cet aspect risque, danger, donc ont une réaction qui va beaucoup dans le contrôle, dans l'interdiction. On sait qu'aujourd'hui, priver son enfant de téléphone ou de jeux vidéo, c'est beaucoup plus courant que de le priver de dessert. Et d'un autre côté, en réaction, peut-être que les enfants, davantage cachent leurs usages, de peur justement d'être privés de leurs usages numériques et si importants dans leur vie. Donc, c'est vraiment important que les parents abordent ce sujet sous un angle différent pour réinstaurer un dialogue, parce que ce que renvoie cette étude, c'est on parle de fracture numérique, mais il y aurait une fracture là dans les familles, entre des parents peut-être qui surprotègent en pensant bien faire, mais qui sont trop peut-être dans le contrôle, dans l'interdit, sans s'intéresser forcément aux usages de leurs enfants, et puis des enfants qui préfèrent dissimuler ou qui n'identifient pas non plus leurs parents comme des personnes qui sont là pour les aider et avec lesquelles on peut dialoguer de ces sujets-là. Donc, complètement. On revient sur les chiffres à l'espace d'un instant. Seuls 55% de ces ados français, encore une fois 10 à 18 ans, déclarent que leurs parents disposent de connaissances suffisantes pour leur assurer une protection en ligne. C'est 8 points de moins que la moyenne mondiale effectuée par McAfee. Donc, 41% de ces enfants français estiment en savoir davantage sur le monde en ligne que leurs parents. C'est 6 points au-dessus, cette fois-ci, de la moyenne nationale. 71% d'entre eux considèrent que leurs parents est la principale source de protection en ligne, par contre. Ça, c'est intéressant parce que quand on a vu aussi ce comparatif être fait par McAfee sur les autres adultes référents, alors ça peut être des frères et sœurs, pas forcément tout de suite adultes, dans les faits avec leur carte d'identité, mais en tout cas considérés comme potentiellement référents, c'est un petit peu plus le cas. Ils ont quand même plus tendance, dans ces cas-là, à apporter du crédit, d'abord au savoir-faire numérique de leurs frères et sœurs, et puis à leur capacité à pouvoir les aiguiller et les aider. En l'occurrence, pour les enseignants et les enseignantes, c'est même pas la peine d'y compter. Ça fait même pas partie de leur scope. Si, toutefois, ces adolescents-là étaient, ce que je ne leur souhaite certainement pas, cyberharcelés ou étaient confrontés à des images choquantes en ligne, ils ne se tourneraient absolument pas vers leurs enseignants pour pouvoir en parler. C'est vrai que c'est ça qui est assez inquiétant dans cette étude, c'est de voir que les enfants n'identifient pas comme les adultes les plus proches d'eux comme des personnes capables de les accompagner, de les protéger dans leurs usages numériques. Donc, à la maison, c'est vraiment important de réinstaurer ce dialogue. C'est peut-être dû au fait que, et nous on le constate, beaucoup de parents ne se sentent pas légitimes, se sentent pas compétents pour aborder cette question, alors que il faut vraiment les rassurer, leur dire que c'est un enjeu d'éducation, comme les autres, déjà avoir la curiosité de ce que font leurs enfants, s'intéresser à ce qu'ils font. L'étude parle aussi, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en reparler, Marjorie, mais de la place des jeux vidéo. Absolument. Voilà, que les enfants voient comme un espace qu'ils pourraient partager avec leurs parents, et leurs parents, eux, pas du tout. Donc, il y a vraiment un dialogue à réinstaurer. Et du côté de l'école, oui, c'est étonnant, surtout qu'il y a des dispositifs là, qui se mettent en place, qui vont même se généraliser à la rentrée. Je pense au programme phare qui est porté par l'Éducation nationale. Nous, on travaille beaucoup avec eux sur ces sujets-là. Et où justement, l'établissement, les enseignants, il va y avoir des référents qui sont vraiment là pour accueillir la parole des élèves, et pas que sur les questions de harcèlement, sur les questions de cyberharcèlement aussi, et de pouvoir vraiment être des personnes qui les accompagnent dans et en dehors de l'établissement.
L'idée aussi, c'était de montrer que le harcèlement ne s'arrête pas aux portes de l'école, qu'il y a besoin de faire un relais. Et donc là, il y a vraiment un relais qui se construit entre l'école, les structures, la prise en charge aussi éventuellement en cas de plainte par gendarmerie ou police. Voilà, ils doivent savoir que c'est des personnes qui sont là pour les accompagner. Donc il y a un dialogue, il y a une communication à faire. Ouais. Harcèlement scolaire d'ailleurs et cyberharcèlement qui sera la grande cause nationale de la rentrée prochaine, rentrée 2022-2023. On en reparlera notamment en détail dans la deuxième partie de cette émission, puisqu'on va essayer d'envisager les solutions possibles et tangibles ensemble. On va continuer quand même à revenir sur cette absence de dialogue, parce qu'encore une fois, vous le dites, Axel, ça dénote surtout une problématique de terrain d'entente entre ses parents et ses enfants, ou ses adultes, on va le mettre plus au pluriel et de façon complémentaire, et ces adolescents-là. D'une part, on vous donne l'exemple sur le jeu vidéo, c'est un univers dans lequel eux vont pouvoir se réfugier, vont pouvoir aussi échanger avec les enfants de leur âge, mais sur lequel ils n'ont pas du tout envie d'aller inviter leurs parents à discuter, ou peut-être même les parents, eux, se sentent pas légitimes. Est-ce que dans toutes les actions, notamment que mène Internet sans crête sur la parentalité numérique, il y a des pistes d'action à pouvoir aller chercher? Nous, effectivement, ça fait là quelques années qu'on travaille beaucoup cette question de la parentalité, avec l'idée, comme on le fait pour les autres sujets, d'apporter plutôt des réponses outils, des conseils, bien sûr, pour accompagner leurs enfants. Et ce qu'on encourage essentiellement, c'est le dialogue, mais aussi de dire aux parents qu'ils osent se réapproprier ce sujet. C'est pas un sujet tabou. Si les enfants se sentent peut-être aussi confiants, peut-être supérieurs à leurs parents, c'est ce que ressort de cette enquête sur leur maîtrise du numérique, c'est qu'on leur a répété aussi qu'ils étaient des digital natives, qu'ils étaient nés avec ces compétences. C'est pas vrai, en fait. Ce que l'on peut dire, nous, c'est que c'est pas vrai du tout. Ils sont peut-être plus à l'aise avec ces interfaces numériques. Il y a une intuition, une spontanéité qui est plus facile pour eux, mais ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne, ils ne sont pas au courant des lois, de ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Et pour les parents, leur dire vraiment que c'est un sujet d'éducation qui repose beaucoup sur du bon sens. S'intéresser à ce qu'ils font, se dire que les échanges en ligne ou dans la vie réelle, c'est la même chose, on se respecte, il y a des choses qu'on ne partagerait pas dans la vie de tous les jours, pourquoi on le ferait en ligne, sachant que j'aime pas utiliser ce mot de vie réelle, parce que la vie numérique est bien réelle, avec des conséquences bien réelles. Donc nous, par exemple, on a développé un outil en ligne qui est gratuit, qui s'appelle faminum.com et qui propose en fait aux parents et aux enfants, l'idée c'est vraiment d'instaurer un dialogue et de le faire ensemble, d'identifier un petit peu le profil de sa famille, de pouvoir voir là où on a besoin d'être accompagné. En réponse, il y a des conseils qui sont proposés, qui sont absolument pas là pour dire il faut faire de telle manière, mais c'est un échantillon de conseils qui sont à chaque fois très argumentés. C'est-à-dire on va expliquer pourquoi ce conseil est intéressant et comment le mettre en place. Parce que des fois, les parents, on va leur dire il faut faire ci, mais ok, comment je mets ça en place? Voilà, pas de portable à table ou je coupe le Wi-Fi la nuit, peut-être des idées. Oui, mais alors, ok, comment j'instaure une révolution dans les familles, je coupe le Wi-Fi la nuit. Comment j'instaure un dialogue autour de ça? Et ensuite, ils peuvent aller jusqu'à sélectionner leurs conseils préférés et on leur propose d'aller jusqu'à l'impression de ce que l'on a appelé, nous, la charte numérique de la famille, mais on veut ça comme quelque chose de bienveillant, pas dans le contrôle, où on peut définir ensemble, et l'idée c'est que ce soit bien ensemble, et que les parents montrent le modèle, l'exemple aussi. Le consensus, ça démarre dans la famille, voilà, et puissent avoir comme ça un certain nombre de bonnes pratiques, plutôt que des règles sur lesquelles ils se disent, tiens, on pourrait s'appuyer là-dessus, dialoguer avec nos enfants, et se dire, voilà, ensemble, on est prêt à mettre ça en place pour que le numérique se vive mieux à la maison et surtout qu'on en parle. Mais est-ce que dialoguer, ça veut dire aussi parfois négocier? C'est-à-dire que dans le dialogue qui va être instauré, notamment avec cet outil très pratique, la charte justement de la vie numérique en famille, est-ce que parfois... Forcément, et comme on l'a vu dans l'étude de McAfee notamment, les enfants se sentant peut-être un petit peu plus surpuissants que leurs parents en matière d'habitudes numériques, ils vont avoir tendance à aller les aiguiller vers l'acceptation de certaines pratiques auxquelles les parents n'auraient pas forcément dit oui avant, ou est-ce qu'au contraire, il faut rester relativement ferme en étant parent, en disant, écoute, moi-même quand j'étais jeune, je pensais que mes parents n'étaient absolument pas aptes à maîtriser les codes de la musique. Ils seront en fait que si chaque génération s'est sentie de la même façon plus apte que la précédente à pouvoir maîtriser les technologies du moment. Mais en l'occurrence, voilà, est-ce que
ça peut mener à un jeu de dupes ou pas trop? En fait, c'est important quand même de mettre en place un cadre. D'abord parce que les usages numériques évoluent et qu'un enfant de 7 ans, c'est normal qu'il n'ait pas accès aux mêmes choses qu'un jeune de 15 ans. Pour sa protection et puis parce que ses usages sont différents et qu'il est moins capable aussi d'identifier s'il va être en danger, par exemple. Donc, oser mettre un cadre, comme ils vont le faire pour d'autres règles éducatives, en fonction de la manière dont ils ont envie d'accompagner leurs enfants. C'est important de le faire parce que c'est toujours rassurant, en fait, de mettre un cadre à ses enfants. L'important, c'est de l'expliquer. Dès qu'on est dans l'interdit, dès que tu as une bêtise, on te supprime ton portable, forcément, on ne crée pas une relation de dialogue et de confiance qui va faire aussi que les enfants se confient et se tournent vers leurs parents pour être accompagnés. Mais par exemple, dans Famille Num, nous, ce qu'on propose, c'est qu'ils vont pouvoir entrer les différentes personnes de la maison et au moment où on fait sa charte, à la fin, on va pouvoir décider que telle bonne pratique, on l'applique à tel enfant. Et peut-être qu'une qui va être, on éteint les écrans, même si celle-là, elle est pas mal pour tout le monde, 1 heure avant de se coucher, ou pas d'écran avant d'avoir fait les devoirs, par exemple. Celle-là, c'est pour les plus jeunes. Et puis peut-être que les ados, ils ont une autre bonne pratique. Et on peut en discuter ensemble. Et c'est l'occasion de dire, cette bonne pratique-là, on l'applique à tel enfant parce que on pense que c'est bien pour lui et qu'effectivement, des fois, on a des priorités, il y a des tâches à faire, il y a des choses qui sont un peu obligatoires. On les fait en premier et puis le temps de loisir et le numérique rentre dedans, on le fait après. Et puis, aux ados, la règle de 1 heure avant, on éteint les écrans 1 heure avant de se coucher. On va lui expliquer pourquoi c'est important, parce que son sommeil risque d'être altéré. Si son sommeil n'est pas bon, derrière, ça a des répercussions en termes d'attention et de concentration. Si on explique, et du coup l'application donne des arguments pour ça, on crée un dialogue et on crée ce climat de confiance qui a l'air de manquer. Enfin, c'est ce que traduit. Oui, c'est surtout criant dans l'étude qui fait l'objet de notre première partie de talk aujourd'hui. Ça veut dire que c'est un cadre qui est évolutif, qui est agile et qu'il faut justement savoir faire progresser en fonction des contextes, de l'évolution de l'âge des enfants et de la façon dont on a envie aussi d'ouvrir ce dialogue au sein Exactement. En fait, l'objectif, c'est bien d'accompagner les enfants vers une autonomie numérique. En fait, c'est ça que doit viser les parents. Mais de la même manière qu'on ne laisserait pas son enfant sortir seul dehors sans aucune recommandation et qu'on ne donne pas les mêmes recommandations lors des premières sorties à 8-9 ans pour aller peut-être chercher du pain, on va là être... on ne parle pas aux inconnus, attention, traverse bien dans le passage piéton, tu attends bien que le bonhomme soit vert pour traverser. Et puis quand ils vont être adolescents et avec les premières sorties le soir, on va donner d'autres recommandations. C'est la même chose en fait. On va accompagner pas à pas et il ne faut pas que les parents se sentent complexés par le fait de ne pas forcément connaître les réseaux sociaux de leurs enfants. Les conseils, ils reposent sur aussi... Dès que tu te sens en danger, dès que tu vois une parole qui n'est pas normale, dès que tu vois une parole qui te semble agressive ou qui te met mal à l'aise, tu as des solutions pour bloquer. On en parle, on regarde. Voilà, je suis là pour t'accompagner. C'est la parole que doivent reprendre les parents, en fait. Et ils doivent en être convaincus. Ah oui, surtout, c'est surtout ça, déjà en être convaincus pour pouvoir justement la transmettre et la porter à bon escient. Comment est-ce que les enseignants et les enseignantes qu'on voyait totalement exclus même de la ligne de vision de ces ados comme des adultes référents en matière de numérique, comment est-ce qu'on peut justement les remettre dans le dialogue à l'occasion de ces initiatives Famille Num notamment ? Alors, les enseignants, effectivement, doivent être identifiés comme des acteurs pouvant accompagner les jeunes. Donc ça, je pense qu'en tout cas, les enfants français, que ce soit en primaire ou au collège, à travers ce dispositif phare qui se généralise à tous les établissements à la rentrée, vont en entendre parler, vont voir de l'affichage, vont voir... il va y avoir une communication sur, en tout cas, un groupe de personnes dans l'établissement qui sont là pour leur répondre. En tout cas, ça montre qu'il est essentiel de faire une communication à ce sujet. Après, nous, on travaille beaucoup avec les enseignants. Ils font quand même... ils prennent beaucoup ce sujet en main. Ils sont beaucoup à faire des ateliers de sensibilisation. Donc, il faut continuer. Il faut montrer qu'il y a cette compétence-là. Après, on sort d'un contexte un peu compliqué où peut-être ces sujets de sensibilisation n'étaient pas au cœur des préoccupations ou qu'il n'était pas forcément possible de pouvoir le faire bien. Mais c'est l'enjeu, en tout cas.
Et justement, dans la deuxième partie de notre talk, on va remettre ces sujets au cœur des enjeux et de l'école, puisqu'on va parler des solutions, justement, pour pouvoir travailler sur le harcèlement, le cyberharcèlement, qui, je vous le rappelle, seront grande cause nationale de la rentrée prochaine. On va également aussi aborder le dispositif Bienvenue en 6e, avec un grand welcome et un sourire dans la voix que vous mettez en place, Axel, avec Internet sans crainte. Mais d'abord, avant tout ce programme-là, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap de la sémillante, chère Jessica Issengue. Why Japan is already living in the future. This robot runs a coffee shop all by itself. Retour sur le plateau de l'école du futur, toujours en compagnie d'Axel de Sand, délégué général d'Internet sans crainte. Rebonjour à vous, Axel. Bonjour Marjorie. Et nous sommes rejoints en duplex par Geneviève Small, la directrice de Skinoulis. Skinoulis, c'est cette maison d'édition de jeux ludo-éducatifs que vous avez mis au point. Vous êtes également coach en prise de parole vocale. Dans un instant, on va parler avec vous de votre solution anti-harcèlement scolaire. Bonjour Geneviève. Bonjour. Mais d'abord, Amélia Matar a une idée derrière la tech. Quelle idée, Amélia, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec toi, revu nos classiques en matière de pédagogie Montessori cette année. Eh bien, tu nous dis que Montessori, oui, on peut l'utiliser en cours pendant l'année scolaire, mais on peut aussi l'emporter avec nous en vacances, si j'ose dire. C'est tout à fait ça. Alors d'abord, quand on dit Montessori, on pense à Maria Montessori, à cette grande pédagogue italienne qui en 1907 ouvre la première école à son nom dans le quartier de San Lorenzo à Rome. Alors rapide retour sur la vie haute en couleur de Maria Montessori. C'est la première femme médecin d'Italie. Maria Montessori s'est d'abord tournée vers les enfants déficients, totalement laissés à l'abandon dans une institution. Observant de près ces enfants considérés comme perdus, elle s'est mise en tête de leur apporter une vraie éducation. Et elle a alors récupéré du matériel pédagogique de Jean Itard et Édouard Seguin. Et qui étaient donc ces deux pédagogues avec lesquels Maria Montessori travaillait? Alors, j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse. Jean Itard est un médecin et pédagogue du XVIIIe siècle, donc un peu avant, connu pour avoir pris en charge Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron, retrouvé à l'âge de 10 ans sans jamais avoir sociabilisé avec aucun autre être humain, donc accusant un retard cognitif énorme. Et Jean Itard est connu pour avoir cherché à faire progresser cet enfant pendant plusieurs années,
Petite parenthèse dans la parenthèse de la parenthèse, Truffaut en a fait un film de cette histoire. Je ferme toutes ces parenthèses. Maria Montessori utilise donc le matériel en partie créé par Jean Itard, le met à disposition de ses enfants déficients, invente elle-même un certain nombre d'activités et s'aperçoit que ces enfants, jugés donc comme perdus, font des bonds incroyables dans leurs apprentissages jusqu'à dépasser des enfants sans trouble. Plus tard, elle applique son approche à des enfants normaux et là, miracle, la méthode s'avère extrêmement bénéfique aussi à ses enfants. Donc c'est difficile de résumer 40 ans de travaux en 5 minutes de chronique, mais ce qu'elle observe, entre autres, et que les neurosciences valident aujourd'hui, c'est que le cerveau de l'enfant est prêt à lire aux alentours de 4 ans et demi. Premier gros apprentissage qui va véritablement défrayer la chronique à l'époque. Deuxième observation qui s'avère aussi très juste d'un point de vue neuroscientifique, l'enfant qui sait se concentrer est capable d'aller très loin et cette capacité de concentration est la compétence à développer dès le plus jeune âge. Bref, elle ouvre son école et ce qui est intéressant, c'est que cette école, à l'époque, en 1907, accueille exclusivement des enfants extrêmement défavorisés. C'est intéressant car si je fais un bond en avant de plusieurs dizaines d'années pour arriver aujourd'hui et notamment en France, les écoles Montessori sont des écoles hors contrat qui ne reçoivent donc aucune subvention de l'État et qui sont très coûteuses pour les parents et donc a fortiori qui s'adressent à des enfants plutôt issus de milieux favorisés, à part quelques écoles dont je tiens à parler quand même et auxquelles je rends hommage, comme par exemple l'école Montessori L'Étincelle dans le 20e arrondissement qui module ses frais de scolarité aux revenus des parents. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'Étincelle, par exemple, c'est l'exception qui confirme la règle. On ne peut pas réellement démocratiser Montessori. Alors, au-delà de Montessori, heureusement, beaucoup d'enseignants du public revisitent leurs pratiques pédagogiques et introduisent dans les classes des grands principes issus des pédagogies alternatives Montessori ou d'autres, comme le libre choix de l'enfant, les ateliers autonomes ou une posture d'adulte plus bienveillante et plus encourageante. Je citerai aussi l'association Public Montessori qui œuvre à travers des financements, des tables rondes, des articles divers et variés à encourager la mise en place de la pédagogie Montessori dans les écoles publiques en France. Plus largement, cette association encourage à poursuivre l'étude du développement de l'enfant. Alors, comment adapter Montessori à la maison? D'abord, est-ce qu'on peut? Oui, tout à fait. Alors, un premier ouvrage que je vous conseille vivement pour adopter Montessori à la maison, c'est celui de Fabienne Baudu, qui est la responsable pédagogique de Coloris et qui a publié chez Hatier un livre très bien fait, tout objectivement. Je crois que je connais un petit peu cette start-up, dites donc, Coloris. Voilà, Coloris que j'ai cofondé. Et donc, notre responsable pédagogique a publié chez Hatier la pédagogie Montessori, comprendre ses fondamentaux et les mettre en action dans la collection 10 clés. C'est un livre très synthétique qui va à l'essentiel. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aussi lire le livre de Emmanuel Opezzo, Vivre la pensée Montessori à la maison, publié chez Marabout en 2015. Une ouverture qui est très bien faite à cette pédagogie qui peut sembler un peu parfois obscure aux parents. Et alors cet été, comment est-ce qu'on peut justement adapter des activités Montessori aux vacances, à la maison, à un rythme qui est un peu différent parce que c'est celui évidemment de l'été qu'on aime tant? Alors, je vais être honnête, le vrai matériel Montessori est excessivement cher et il requiert de plus une formation assez pointue de plusieurs mois pour pouvoir l'utiliser correctement avec les enfants. Donc ce ne sera pas le cas pour cet été, en tout cas dans cette version-là. Voilà, pas dans cette version-là, mais face à cela, pour proposer justement aux parents qui le souhaitent quelques activités simples inspirées de l'approche Montessori, Larousse a publié une série de grands cahiers, dont j'en ai apporté quelques-uns, qui permettent... Qui a rédigé celui-ci? Je ne comprends pas. Alors celui-ci a été rédigé par moi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même dans l'école du futur, c'est une des premières leçons à retenir. Des grands cahiers donc pour comprendre Montessori. Donc il y a le grand cahier de la lecture, le grand cahier des mathématiques, le grand cahier de l'initiation numérique que j'ai effectivement rédigé. Et en mai 2022, donc très récemment, 2 nouveaux grands cahiers sont sortis dans cette collection. Mon grand cahier de la nature que je remontre ici et mon grand cahier de l'univers. Voilà, donc honnêtement, même si j'en ai rédigé un, on est quand même loin du vrai matériel Montessori, mais quand même, je trouve ces ouvrages intéressants, car ils invitent l'adulte à changer sa posture, à favoriser l'autonomie de l'enfant, à inciter ce dernier à aller chercher l'autocorrection, et surtout, ils vous offrent une foultitude d'activités pour occuper intelligemment vos bambins pendant ces longues vacances qui s'annoncent. Ça veut dire quoi? Et ça, c'est intéressant, c'est autant de pédagogie pour les enfants que pour les parents, finalement? Bah oui, ça montre que les parents ont besoin d'être accompagnés aussi. Donc, c'est intéressant, cette initiative. Et c'est peut-être un début de dialogue dont on reparle évidemment dans la deuxième partie de notre émission. Et cette fois-ci, on va le faire autour des solutions contre le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement.
Et on continue à en parler avec Axel de Saint, bien évidemment, et avec Geneviève Smal. Geneviève, vous êtes la créatrice de Skinoulie. Alors, il faut le lire, S-K-I-N-2-O-L-Y, et il faut l'entendre, ce qui nous lie, évidemment, puisque c'est l'approche que vous souhaitez mener et la solution que vous amenez tout simplement sur le marché pour pouvoir justement aider celles et ceux qui seraient victimes d'harcèlement ou de cyberharcèlement peut-être, à renouer le dialogue avec la famille, avec l'entourage proche. Comment est-ce qu'on peut justement là aussi reprendre le pouvoir sur la façon aussi dont on va pouvoir répondre parfois à ces harceleurs? Il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs niveaux de jeu aussi, je crois. Alors en fait non, il y a plusieurs jeux, parce que ce qui nous lie, c'est bien le petit dernier, et comme vous le dites, c'est le jeu pour apprendre ou réapprendre à communiquer, que ce soit avec la famille, avec les amis, que ce soit en classe, etc. Mais communiquer, pas parler. Parler, c'est ce qu'on fait tout le temps, c'est dire range ta chambre, qu'est-ce qu'on mange ce soir, et la communication, c'est ce qui va au-delà, c'est quelles sont nos valeurs communes, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'il y ait une meilleure ambiance dans la famille, en classe, etc. Ça, c'est vraiment le jeu qui a été fait et qui a été fait pendant le confinement, parce qu'on parlait beaucoup, mais finalement, on ne communiquait pas énormément. Et le jeu qui est vraiment dédié à la défense contre le harcèlement, pour faire face au harcèlement, sont les jeux tac à tac. Et donc, c'est tac à tac. J'ai 3 versions. J'ai le tac à tac à la récré pour les enfants, le tac à tac trash pour les ados et les adultes, et un tac-à-tac dans sa version classique. Et là, le principe, c'est effectivement celui-là, c'est on se prend des commentaires, on se prend des vannes, en fait, des pics, et on doit s'entraîner à riposter de façon différentes. Donc que ce soit par de l'autodérision, par un boomerang qui est une forme d'insolence, parfois par un compliment, par une question, etc. Donc c'est vraiment un jeu d'entraînement, et quand vous avez joué à ça quelques fois, vous vous sentez un petit peu plus fort et plus à même de ne pas vous laisser faire quand quelqu'un vous embête, alors que ce soit à la récré ou un collègue, chose qui arrive quand même aussi. Oui, parce que, alors, du coup, il y a plusieurs jeux en effet. Merci d'avoir rétabli justement la vérité entre tous ces jeux. C'est vrai qu'il y a énormément de titres dans la maison d'édition des jeux que vous avez créés, Geneviève. Tac à tac, ça ne s'adresse pas qu'aux ados et qu'aux enfants, hein. Il y a plusieurs âges pour pouvoir y jouer. Il y a plusieurs versions, vous venez de le dire. Il y a une version adulte, il y a une version ado. Là aussi, l'idée, c'est finalement de pouvoir être mis... Ah ben voilà, exactement. C'est encore mieux en le montrant. Décidément, cette émission est vraiment faite pour ça. N'hésitez pas. Il y a vraiment l'idée de se dire qu'il faut en fait quasiment être mis un peu comme dans un jeu de rôle, dans la situation, pour la vivre et savoir s'en dépêtrer quand elle arrive dans la vraie vie. C'est ça, parce que ça arrive tout le temps. Alors, il y a des gens qui vous font des petites remarques, vous savez, un petit peu piquantes, alors pas qui ont vraiment envie de vous harceler, mais des petites remarques qu'on prend mal, qui sont peut-être un peu difficiles à encaisser, ça arrive tout le temps. Vous allez faire vos courses, vous vous baladez en rue, il y a quelqu'un qui klaxonne très fort, vous avez un voisin qui met sa musique à fond, on a envie d'apprendre à ne pas se laisser faire. Ça ne veut pas dire créer un conflit. Ça veut juste dire, là, c'est ma limite. Donc, tu peux faire tes réflexions là, mais pas à moi. Parce que moi, je ne vais pas me laisser faire. Donc, il n'y a pas d'escalade. Donc, l'idée, c'est de pouvoir répondre en une phrase, mais sans créer de conflit. Juste fixer ça. On va pouvoir justement mieux se connaître, désescalader ce conflit potentiel à venir. C'est finalement quelque chose qui va être extrêmement pragmatique dans son approche. Vous êtes vous-même coach de prise en parole et notamment prise de parole en public. Est-ce que c'est un exercice auquel vous jouez, vous aussi, de temps en temps, pour remettre un petit peu justement ces données à jour ? Ah ben oui, heureusement. En fait, c'est venu comme ça. Donc, je donnais des formations de prise de parole en public. Et puis, les gens venaient vers moi en me disant, moi, je suis en train de faire une présentation. On va me poser une question qui me met un petit peu mal à l'aise, ou une question, mais pas forcément piège. Et puis, je perds tous mes moyens. Ou alors, je trouve la bonne réponse, mais alors, le lendemain. Là, c'est un peu tard, évidemment, de retrouver la personne, de lui taper sur l'épaule, lui dire, écoute, ce que tu m'as balancé hier, je n'ai pas tellement apprécié, mais je n'avais pas de réponse, alors que j'ai réfléchi cette nuit, et maintenant, j'en ai une bonne, est-ce que tu peux me la refaire? Ça ne fonctionne évidemment pas comme ça, et trouver la bonne réponse. Après, ça arrive à
tout le monde. Donc l'idée, c'est de réduire le délai. Et plus vous vous entraînez, plus vous savez exactement quoi répondre. Mais alors, ça peut être un trait d'humour aussi. Hein, donc, ça peut être l'autodérision, ça peut être très drôle. Il y a même dans la version enfant un moment où on peut riposter en rime, en chanson. Dans la version adulte, même en alexandrin. Et c'est un pouvoir fou, les alexandrins, on ne se rend pas compte. Et donc, tout ça est une gymnastique mentale. Donc, s'entraîner à répondre, c'est une chose. Et puis après, il y a la réalité. Et comment est-ce qu'on peut le transposer dans la réalité? C'est un peu le principe du jeu. Oui, parce que désamorcer, ça ne veut pas forcément dire entrer encore plus dans justement une discussion qui serait belliqueuse ou mettre de l'huile sur le feu. On peut justement, vous le disiez, par un trait d'humour, ou par aussi parfois le fait de dévoiler justement le fait que la révélation puisse blesser, être honnête avec son interlocuteur, son interlocutrice, sur le fait qu'on a été blessé. Ça permet aussi... pour la personne qui n'aurait pas forcément pensé à mal au départ, de pouvoir se rendre compte aussi que ces mots ont des actions et un sens très concret. Alors ça, c'est génial, mais dans les faits, ça ne fonctionne pas tellement. Dire ce que tu m'as dit m'a blessé et Claude dit « Ok, ouais, c'est vrai, j'entends bien, je ferai attention dorénavant », ce serait super. Alors, il n'y aurait plus aucun problème de harcèlement. Mais ce qu'on entend souvent, c'est « Oh, on peut rien te dire, tu es susceptible, tu n'as vraiment pas d'humour ». Et en fait, les gens, souvent, en rajoutent. Donc, c'est bien d'avoir la petite phrase qui arrête le conflit et qui peut être simplement dire voilà, je vais prendre une carte au hasard qui est là, voilà, dans la carte enfant, tu es aussi intelligent qu'un mollusque. Et la réponse pourrait être simplement, et tout simplement, c'est oui, en fait, j'essaye juste de te ressembler, mais je crois que je ne suis pas au niveau. Et si vous dites à un enfant, vous lui dites, écoute, ce que tu me dis, ça me blesse, s'il entend, c'est super. Hein. Ouais. Je suis un peu trop bisounours, en fait, moi, de temps en temps, sur ce type de réaction. Axel, les solutions qui sont apportées par Geneviève, ces jeux, est-ce que ça peut être justement intéressant de s'entraîner à répondre, justement, potentiellement, à ceux ou celles qui ne seraient pas aussi bienveillants que je pouvais le penser, moi, au départ, ou en tout cas, qui seraient de potentiels harceleurs? Oui, Geneviève a complètement raison. Souvent, on se sent un peu démuni, on n'a pas l'argumentation tout de suite et c'est trop tard. On va y penser, on va y passer le lendemain. Donc, s'entraîner à savoir répondre, c'est important. On le voit aussi, il y a des études qui montrent, par exemple, que les jeunes sont extrêmement choqués par les discours de haine auxquels ils sont confrontés, mais ils se sentent impuissants à contre-argumenter. Et parfois, quand on ne contre-argumente pas, on laisse aussi, avec les algorithmes des réseaux sociaux, se propager ce type de discours. Donc c'est un enjeu essentiel. Là où je vais... alors je trouve que la démarche de Geneviève est intéressante, d'apprendre à se défendre, mais je pense que aussi travailler l'empathie reste intéressante. C'est-à-dire, et le numérique crée une sorte de mur aussi, on ne voit pas l'autre, on ne voit pas ses réactions, on ne voit pas ce qu'il ressent, on ne va pas avoir ces petits signes qu'on a dans la relation à l'autre, qui vont indiquer que la personne est blessée. Donc, être capable de se mettre à la place de l'autre, nous, en tout cas, c'est un levier qu'on utilise beaucoup pour la prévention au harcèlement. Alors, l'empathie et le dialogue, c'est ce que vous développez aussi avec ce jeu dont je parlais au tout début de cette interview, Geneviève, ce qui nous lie. On y revient dans un instant parce que, d'abord, pour justement préparer à l'entrée en sixième, faire de la prévention, mais de la prévention bienveillante, vous lancez à la rentrée Bienvenue en sixième. C'est un peu une réponse au hashtag qu'on a vu se propager, notamment sur TikTok, il y a quelques mois et qui a fait beaucoup de dégâts. C'est exactement ça. L'année dernière, on avait entendu parler de la rentrée sous un angle un peu négatif avec ce hashtag anti-2010. Alors c'est sûr qu'on en a beaucoup parlé, que la réalité montrait que plein de jeunes n'y avaient pas forcément été confrontés, mais ça révélait quand même que l'entrée en sixième, c'est un moment clé. C'est sûr, dans la vie d'un enfant tout court, on s'en souvient tous de son entrée en sixième, mais c'est aussi un moment charnière dans sa vie numérique. C'est là où la vie sociale va se poursuivre davantage sur les réseaux sociaux. On sait que l'entrée en sixième, c'est un moment aussi, il va falloir se positionner par rapport aux autres, se construire un peu une nouvelle identité et donc une identité numérique. Et puis malheureusement, les sixièmes peuvent être victimes un petit peu de bizutage, de moqueries. Parfois, les plus grands du collège ont envie de montrer un peu leur puissance.
Donc si on n'est pas attentif, ça peut s'installer dans le temps et se poursuivre sur les réseaux sociaux. Donc nous, on a envie de prendre le contre-pied de ça, de ne pas attendre le hashtag anti-2011, qui sera l'année des sixièmes à la rentrée, mais de les accueillir avec un bienvenue les sixièmes, qui va se traduire par effectivement une campagne pour justement alerter positivement enseignants et parents que l'entrée en sixième s'accompagne aussi en numérique. Et nous, on va créer des kits pour accompagner les établissements scolaires, pour faire des ateliers de sensibilisation, faire passer les bons messages. Et puis côté parents aussi, en leur disant, regardez, on vous propose une fiche dialogue avec des conseils, des outils à partager avec vos enfants pour justement les accompagner sur ce moment clé et éviter, faire en sorte que tout se passe bien. Bah oui, on peut aussi voir cette entrée en sixième qui est un vrai bouleversement. C'est un changement d'échelle, un changement d'établissement, un changement de dimension dans tous les sens du terme qui parfois peut aussi, être un moment qu'on peut appréhender. Donc comment est-ce que justement on voit le verre à moitié plein et comment on peut justement se dire que welcome en sixième, ça peut fonctionner aussi. C'est important le mot dialogue que vous avez prononcé, on en parlait aussi dans la première partie de cette émission parce que c'est tout l'objet de ce qui nous lie cette fois-ci, Geneviève, en effet, c'est rétablir ce dialogue, un dialogue intergénérationnel aussi. Ah oui, alors complètement. C'était ça l'idée au départ, c'était de retrouver du contact entre les personnes qui n'ont pas forcément le même âge. Alors parfois, les relations se cristallisent un petit peu, surtout quand on était donc, pendant le confinement un peu enfermés et donc de facto obligés de vivre les uns avec les autres, voire les uns sur les autres et les uns sans les autres quand on a des ados qui restent tout le temps dans leur chambre. Alors que finalement, en tant qu'adulte, on n'est pas tellement différents, ça fait pas tellement longtemps qu'on était ados, enfin certains plus que d'autres, et puis retrouver ce lien simplement en se posant des petites questions et en retrouvant ce dialogue, c'était vraiment mon idée de base. Et je dis, il faut faire quelque chose. Et quand vous posez des questions comme ça de façon informelle, ça fonctionne pas toujours. On dit oh ça va, la barbe lâche-nous un petit peu et puis avec tout le vocabulaire fleuri qu'on peut imaginer. Alors que en tant que parent, parfois on est désespéré. On dit on vit avec des jeunes, on les connaît, mais on les connaît pas tellement finalement. C'est quoi cet ado qui est chez moi avec lequel j'ai envie de retrouver une relation. Lui, il en a rien à faire du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, j'ai commencé le jeu de cartes, mais de façon, totalement informelle, aléatoire. Et puis, petit à petit, ça s'est formalisé. J'avais fait 4 jeux, donc je dis, allez, paf, c'est parti le 5e, qui fonctionne aussi bien dans les familles, puisqu'on a fait énormément de tests au départ, dans les familles, que dans les groupes d'amis, et que en classe, dans les organisations, dans les entreprises, etc. Ça a été la surprise. Avec des questions du type, tiens, si autour de cette table-là maintenant, quand on est en train de manger par exemple, si tout le monde avait l'âge que la personne la plus jeune, est-ce qu'on serait amis ? En fait, tiens, si on avait tous et toutes 11 ans là maintenant, est-ce qu'on serait copains ? Et puis, tiens, ton premier baiser, grand-mère, c'était comment? Alors ça, c'est vraiment très, très drôle. Quelle est la musique que tu écoutes maintenant? Est-ce que tu as une danse particulière? Est-ce qu'on peut tous le faire? Voilà, c'est ce genre de questions. Mais alors, c'est tout simple, c'est facile à mettre en route. Ça peut durer 3 minutes, ça peut durer 3 heures, parce qu'il y a quand même 159 questions, et on n'a jamais vraiment fait le tour. Et chaque fois que vous jouez avec quelqu'un d'autre, c'est différent. Et c'est justement ce qui fait toute la richesse de cette expérience. Qu'est-ce que vous disent vos joueurs et vos joueuses? Est-ce que ça a aidé à débloquer, par exemple, des situations parfois familiales? Alors, je ne sais pas si c'est le cas, par exemple, sur les habitudes numériques des parents et des enfants dont on parlait en première partie de cette émission, mais est-ce que vous avez des retours sur le fait que des points de dialogue ont été dénoués, on a aussi beaucoup appris des choses sur soi-même? Mais oui, mais c'est ça qui est fou un peu. C'est des gens qui me disent, je découvre mes enfants, en fait, j'ai appris plein de trucs, en 20 minutes de jeu, j'ai appris plein de trucs, je savais même pas, parce que on pense pas forcément à raconter ces petites histoires à ses parents. Tiens, de quelle chanson te souviens-tu de quand tu étais petit? Est-ce qu'il y a un objet dans ta chambre qui t'a particulièrement marqué et que tu aurais bien voulu retrouver? C'est des petits détails de la vie et on n'en parle jamais.
c'est quelles sont nos valeurs communes. Tiens, est-ce que toi, tu descendrais dans la rue pour quelque chose et moi, pourquoi? Oui, les gens se découvrent simplement avec des petites questions du quotidien. En tout cas, moi, dans mon expérience, chaque fois que j'ai joué avec des amis, avec des groupes ou avec ma famille, surtout, puisqu'au départ, j'ai fait pour ça, chaque fois, on est un peu ému, quoi. On a un peu les larmes aux yeux de joie, de découverte. Et ça, c'est la surprise. Ça, c'est vraiment très, très différent du jeu tac-à-tac. Alors, ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est la base, en fait. Retrouver le lien, retrouver la communication. Quand ça va, tout le reste va bien. Allez, quand la communication va, tout va. Merci infiniment à Geneviève Small pour nous avoir justement apporté ces solutions tac à tac du côté pour se préparer à avoir de la répartie en cas de harcèlement et pas que. Et ce qui nous lie pour rétablir justement le dialogue. On peut y jouer tout l'été. J'imagine que c'est aussi disponible pour tous les pays francophones, notamment en Europe. Oui, oui, bien sûr. Donc France, Bien Belgique, sûr. vous étiez en duplex, et Suisse, on peut aussi penser à nos amis luxembourgeois et à toute la francophonie européenne, et pas que. Évidemment, on retrouve tout ça sur votre site internet. Merci infiniment Geneviève d'avoir fait un tour en duplex interposé sur le plateau de l'École du Futur. Merci comme toujours Avec Axel plaisir. Bessin. Merci à vous d'être venu nous apporter là aussi ces solutions et de débriefer cette étude avec nous. On vous retrouve à la rentrée donc pour Bienvenue les 6e. Et merci comme toujours à Amélie Amatar pour toutes tes idées derrière la tech et pas que. Merci Marjorie. Et on se retrouve dès demain pour un épisode de l'École du Futur.